Bonjour François Sauvadet. Bonjour. Alors, lundi matin, François Hollande sur France Inter a annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts au niveau de l'État. Qu'en sera-t-il pour les impôts locaux dans le département? Je ne sais pas si on peut lui faire confiance d'abord à François Hollande, annoncer qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, alors qu'on sait très bien que l'année a commencé avec des hausses du prix du carburant, du gazole, des hausses également dans les trains, la SNCF, enfin tout ça sont des promesses qui n'engagent que ceux qui les tiennent. En tout cas, en Côte d'Or, les choses sont extrêmement claires. Il n'y aura pas, pour la deuxième année consécutive, d'augmentation des impôts. On ne demandera pas plus d'efforts aux Côte d'Oriens. Dès lors que les taux, et je l'avais dit il y a 2 ans, 3 ans, dès lors que les taux sont dans la moyenne des taux qu'on a pratiqués dans la région Bourgogne, nous n'irons pas au-delà, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité. Dans cette même interview, le chef de l'État dit assumer les mauvais chiffres du chômage. Quelle a été, selon vous, sa principale erreur dans la lutte justement contre le chômage? D'abord, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de promesses. On a fait dans la campagne électorale, tout était possible, tout était permis, alors que chacun le sait, nous sommes dans une grave crise. La deuxième chose, ça a été les attaques permanentes contre les chefs d'entreprise, contre les classes moyennes. Et ça a coûté cher aussi à la France. Et le mot qui a disparu, c'est le mot confiance. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, les premiers jours de janvier, avec une nouvelle annonce d'augmentation du chômage. En Côte d'Or, nous allons passer les 25 000 chômeurs. Donc vraiment, il reconnaît ses erreurs, mais refuse de changer de politique. C'est incompréhensible. D'ailleurs, les Français le ressentent bien. Ils souhaitent un changement et ils auront l'occasion de l'exprimer dans des prochaines échéances. Et le rôle de François Rebsamen dans cette lutte contre le chômage? François Rebsamen est membre du gouvernement. Il doit assumer sa responsabilité. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'ici à Dijon, il est souvent d'accord avec les chefs d'entreprise et que lorsqu'il retourne au sein du gouvernement, c'est une autre politique qui est conduite que celle qu'il dit ici. Donc je l'appelle à la cohérence et à faire en sorte qu'on n'alourdisse pas encore, comme on vient de le faire avec le compte pénibilité, la situation des entreprises. Ils ont besoin d'allègement de charges, ils ont besoin aussi de moins de normes, ils ont besoin de retrouver confiance, tout simplement. Lundi matin, toujours, le président a expliqué que le projet de Notre-Dame-des-Landes se fera une fois que tous les recours seront épuisés. Comprenez-vous son entêtement dans ce dossier? Ce n'est pas un entêtement. Je crois qu'à partir du moment où les élus, la population ressent la nécessité d'avoir des équipements structurants, et c'est le cas pour cette réserve en eau qui doit servir à l'agriculture, dès lors que toutes les règles de droit ont été respectées et dès lors que toutes les règles, y compris en matière d'enquête publique, l'ont été, rien ne peut s'opposer à une volonté publique. Et ce ne sont pas des groupuscules, parfois de gens extrémistes et violents, qui peuvent empêcher les réalisations d'intérêt général. Je crois que tout le débat, c'est la confrontation entre l'intérêt général qui doit s'exprimer. Et je pense que sur ce sujet, François Hollande a raison. Il ne faut pas donner raison à ceux qui veulent par la violence empêcher la démocratie et la réalisation de se faire. En fin d'année, dans l'hémicycle, Ségolène Royal a révélé que vous aviez déjeuné ensemble. À cette annonce, vous avez rougi comme les fauteuils de l'Assemblée. Est-ce si honteux de partager la table avec une ministre en exercice? Non, d'abord, ce sont des circonstances qui, vous l'avez vu. Non, le sujet était très sérieux. Il est très sérieux. Je préside le comité de bassin Seine-Normandie. Et aujourd'hui, ce qui sert donc à aider aux réalisations en matière de protection de la ressource, des nappes, etc. Et aujourd'hui, l'État veut nous ponctionner. En fait, j'avais eu l'occasion de rencontrer Ségolène Royal auparavant pour lui dire que je lui poserais une question et qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation. Ce qui était troublant, c'est les conditions dans lesquelles elle a révélé cela en disant on s'est vu, on a même déjeuné ensemble, voilà. Voilà. Donc ça a été un peu un gag et un moment de télévision, mais ça ne va pas au-delà. Puisqu'on parle de repas, vous mangez toujours avec des lobbyistes du tabac? Des lobbyistes du tabac? Mais je mange avec tous ceux, non pas qui m'invitent, mais avec ceux qui contribuent à l'activité. Et c'est vrai que je rencontre des représentants des buralistes. J'ai vu il n'y a pas très longtemps le président des buralistes parce qu'il participe à l'économie du pays. Et donc je ne m'interdis rien. Mais de là, vous savez, je veux condamner avec la plus grande fermeté ceux qui tentent d'utiliser des situations de ce type pour laisser croire que nous serions dans des confusions de genre. Ce n'est pas du tout le cas. Je déjeune aussi avec des agriculteurs, je déjeune aussi parfois avec Ségolène Royal, vous l'avez dit. Donc vous voyez bien que je ne passe pas mon temps à déjeuner. Revenons à une actualité plus locale avec les futures élections départementales. Quel sera, d'après vous, le rôle des départements avec les grandes régions? D'abord, les élections départementales seront un très grand rendez-vous. C'est le premier grand rendez-vous en mars pour lequel les Français, tous les Français,
vont être appelés à s'exprimer. Et moi, je leur demande d'adresser clairement un carton rouge au gouvernement sur la façon dont il a conduit une réforme incompréhensible au plus grand nombre, et pour la première fois, une réforme imposée par le seul Parti socialiste contre l'avis de toutes les autres formations concourant à la vie démocratique française. Redécoupage des cantons, instauration d'un binôme, mise en place de très grandes régions dont on ne voit pas très bien comment elles vont fonctionner. Donc ce sera l'occasion, ces élections départementales, d'adresser un carton rouge, mais aussi de confronter deux visions de la Côte d'Or et de la France. L'une qui vise à opposer les uns aux autres, et nous qui affichons et qui voulons porter ce message d'une Côte d'Or rassemblée, d'une France plus douce aussi à vivre, et qui n'oublie pas des pans entiers du territoire. On voit bien aujourd'hui que le mot aménagement du territoire a disparu du langage gouvernemental. Alors, je repose ma question autrement. Quelle sera la voix de la Côte d'Or dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté? Elle sera la voix que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire celle de la représentation des territoires, avec un peu plus, évidemment, de sièges qui vont être alloués aux villes, un peu moins pour les campagnes, ce que j'ai regretté et je l'ai dénoncé. Pour ce qui est des compétences, c'est le plus total aujourd'hui encore. La loi définissant les compétences n'est toujours pas achevée, son examen en tout cas n'est toujours pas achevé à l'Assemblée nationale, puisqu'elle n'a pas commencé. Elle vient de se terminer au Sénat. Donc nous aurons des compétences, mais j'observe que les régions font du rétropédalage aujourd'hui et nous disent conserver des compétences, parce que derrière il y a la question des moyens qui vont être alloués. Et là aussi, nous sommes face à un gouvernement qui a fait des ponctions sans précédent sur les collectivités territoriales. Alors, vous avez évoqué la représentativité des territoires. Pourquoi, pour vous, il est anormal que les secteurs plus peuplés soient mieux représentés? Parce que c'est une rupture avec ce qui fait l'idée qu'on a de la France. La France, c'est un grand pays. C'est un grand pays avec une concentration urbaine qui n'est pas équilibrée sur l'ensemble de son territoire, contrairement à l'Allemagne ou à d'autres. Et donc, le véritable enjeu, c'est celui d'avoir une juste représentation des populations vivant sur les territoires. C'est l'objet d'un vrai débat. Il y a ceux qui disent que ce sont les populations qui doivent primer. Très bien, mais à ce moment-là, il faut donner les clés de la France à Paris et les clés de la Côte d'Or à Dijon. Ce n'est pas la vision qu'on a de l'avenir de la France. Moi, je souhaite que chaque citoyen se sente accompagné, soutenu, encouragé et se voit un avenir là où il a le fait joie de vivre. On le voit bien, sinon le phénomène de cette désertification se poursuivra. Donc c'est une conception en effet de l'avenir de la France qui s'oppose à celle du Parti socialiste. Vous ne semblez pas convaincu non plus par les binômes. Pourtant, ça pourrait apparaître comme une bonne solution pour améliorer la parité. Oui, mais la parité, ceux qui donnent des leçons auraient pu quand même aussi l'appliquer bien avant. J'observe que nous avons le double de femmes présentes à l'Assemblée départementale dans la majorité qu'il y en a au Parti socialiste. Donc je crois qu'ils sont 2 au Parti socialiste. Donc effectivement, il y aura une meilleure représentation des femmes, mais c'est une chose juste. Simplement, le binôme, ça va fonctionner comment? Dans un même territoire, vous allez avoir un homme et une femme élus ensemble, mais exerçant indépendamment l'un de l'autre leur mandat. Enfin, franchement, bonjour le désordre territorial. Est-ce que vous pensez que lors de ce scrutin, le Front National fera une percée significative? Est-ce que vous craignez le Front National sur ce terrain? Non, je ne crains pas le Front National. Ce que je constate, c'est une grande désespérance des gens qui se sentent trompés et qui ont envie de dire à tous les décideurs on veut que ça change. Mais le Front National n'est pas une solution. Ce serait une aggravation de la situation. Et donc ce n'est pas une espérance, le Front. C'est un geste de désespoir, plus particulièrement. Donc ça veut dire que nous avons une grande responsabilité, nous, dans l'opposition. C'est d'incarner une alternative crédible, d'incarner une autre politique crédible. Et je pense que la reconquête, elle sera d'abord territoriale. Ça passe par un retour vers la proximité. Puis la deuxième chose, c'est que dans ce contexte politique, l'union, ce n'est pas une option. L'union, c'est une exigence première. L'union, ça doit être le signal que nous voulons d'abord nous occuper des habitants eux-mêmes plutôt que des débats internes dont ils sont lassés. Et moi, vraiment, je suis content qu'on puisse proposer aujourd'hui une équipe Côte d'Or que je présenterai d'ailleurs à la fin du mois de janvier, la Team Côte d'Or, qui sera une équipe renouvelée, une équipe qui tout entière dévouée à une chose. Ça fait en sorte que chaque Côte d'Orien se voit un avenir là où il vit. Et ça, c'est l'engagement que nous prendrons. Clair. Alors maintenant, on va passer aux questions des internautes. Billy, qui vous demande en fait si vous gagnez les départementales en mars prochain, allez-vous vous présenter quand même aux régionales qui vont suivre? Oui, je vois bien, il y a un débat autour de cette question. Moi, je suis de ceux qui pensent
Et je dis à tous ceux qui souhaitent être président de conseil régional, qui le souhaitent le matin, le midi et le soir, que la première étape, ce sont les départementales. Nous avons 6 départements sur 8 en Bourgogne-Franche-Comté qui sont à gauche. Alors plutôt que d'aller annoncer dès aujourd'hui des candidatures aux régionales qui divisent, il faudrait mieux, je pense à un certain sénateur de Haute-Saône, de se consacrer à l'essentiel et d'aller faire campagne en Haute-Saône pour faire en sorte que la majorité change là-bas. En tout cas, on va d'abord, step by step, gagner les départementales, et ce seront les électeurs qui trancheront. Et une fois qu'ils se seront exprimés, effectivement, il y aura une autre étape, et j'annoncerai ma candidature régionale le moment venu. Mais le moment n'est pas venu. Il faut attendre que les électeurs se prononcent, tout simplement. Je vous confirme en tout cas que je serai candidat à Semur-en-Auxois, dans ce nouveau canton, et que je le serai avec Martini Abdupin. Puisqu'on parle d'Alain Jouyandé, en quoi feriez-vous un meilleur candidat que lui, pour la droite? Ben, il ne s'agit pas de cela. Il est arrivé dans le panorama... il a fait irruption dans le panorama. J'observe que sa candidature divise plus qu'elle ne le rassemble et que ce n'est pas le moment de diviser aujourd'hui. Elle divise son propre camp à l'UMP. Donc c'est une candidature qui n'est pas de... D'abord, elle est impromptue, elle est arrivée de manière prématurée, elle est arrivée sans discussion préalable. Enfin, il n'y a pas de place pour le destin individuel aujourd'hui. Et je l'appelle à une plus grande responsabilité, considérer qu'il pourrait assurer à lui seul l'avenir de la Bourgogne. Mais enfin, franchement, c'est pas sérieux. Donc voilà, le temps des élections régionales viendra, le temps n'est pas aux élections régionales, il est aux départementales. Dernière question d'un internaute, c'est Francis. Les fermetures d'entreprises se multiplient sur notre territoire. Que fait le Conseil général pour accompagner le reclassement des employés ? Alors d'abord, on a malheureusement beaucoup de personnes qui sont RSA, c'est-à-dire que lorsqu'elles ne retrouvent pas du travail, on a la même courbe d'aggravation du chômage, on la retrouve dans l'aggravation du RSA. On a pratiquement 10 000 personnes en Côte d'Or qui bénéficient du revenu de solidarité active. Et donc les chiffres continuent de croître. Et donc il faut d'abord qu'on assure le minimum vital à tous ceux qui sont dans la difficulté, c'est notre rôle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on doit contribuer aussi, même si les temps sont durs, à l'activité, à l'emploi. On le fait en continuant d'investir. Cette année, nous allons investir 20% de plus que l'année dernière, même si les temps sont très difficiles. Donc on fera des économies partout. Mais il ne faut pas renoncer à investir parce que ça profite à l'activité, à l'emploi. 20% de plus sur quel domaine ? Dans tous les domaines, notamment dans un domaine qui me tient à cœur, c'est les investissements d'avenir, notamment le numérique, puisque nous ne voulons pas être un département décrocheur. Et donc 100 communes, l'an prochain, verront arriver la fibre optique au cœur du village. 100 communes de plus. Donc nous avons un objectif dans les 3 ans d'avoir 300 communes de couvertes. Et donc de réduire cette fracture numérique parce que ce sera un enjeu considérable pour l'emploi de demain et pour la vie même de demain. Bien, je vous remercie, Monsieur Sauvadet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.